marché afin qu'ils continuent de nous fournir des produits frais de qualité. Des produits bien prisés en cette période de Ramadan et de Carême qu'observent les musulmans et chrétiens. Deux communautés qui n'ont pas les mêmes pratiques religieuses mais adorent le même Dieu unique. Elles accomplissent cette année à la même période ces devoirs religieux. Une coïncidence qui est loin d'être fortuite. Elle est signe de cohabitation et de communion selon certains. D'autres y voient un bon exemple d'unification. C'est ce que nous rapporte Djoulaté Diakité. Je ne connais pas exactement la dernière date où le carême et le ramadan se sont coïncidés. Une coïncidence spirituelle. Pour l'une des rares fois, le jeûne du carême et du ramadan démarre le même jour en cette année 2026. Ce fait n'est pas fortuit selon certains adeptes du christianisme et de l'islam de la capitale malienne. C'est une aubaine d'adoration mutuelle de Dieu pour consolider les liens sociaux entre les deux communautés. Sidi Modibo Kourechi, fidèle musulman. Nous sommes dans un pays laïque. Je pense que c'est Dieu même qui nous donne un bon exemple d'unification. Aujourd'hui, on puisse vraiment être un pays fraternel et que tout le monde se donne la main. Et que nous prions tous, musulmans comme chrétiens, pour qu'aujourd'hui nous retrouvons la paix. Georges Kone, fidèle chrétien. Le carême et le ramadan se sont coïncidés cette année. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Mais il revient à nous, les musulmans et nous, les chrétiens, de voir comment tirer profit de cela. Parce que les chrétiens vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire des aumônes. Les musulmans aussi vont faire autant. Alors dans ce cas, toutes ces prières, toutes ces bénédictions qui seront faites par les musulmans, qui seront faites par les chrétiens, ne feront que rehausser, attirer la clémence divine sur notre pays, sur nos familles. En plus des dévotions, il est recommandé aux fidèles de multiplier les gestes de partage et de solidarité pendant cette période sacrée. Aboubakar Sissé est musulman. Si quelqu'un a eu l'occasion d'aider son ami, même si ce n'est pas un musulman, tu peux l'aider s'il a un besoin. Il y a un lien qui est pacifique. On peut collaborer ensemble au service de la société. Bien qu'il existe des divergences dans la pratique du christianisme et de l'islam, le carême et le ramadan ont des points communs. Jeûner, prier, vénérer Dieu dans les mosquées, églises ou en famille pour la purification de l'âme. Apôtre Dr Marc Djegnon Koulibaly, pasteur. En tout cas, nous avons la même orientation de plaire à Dieu, de le connaître et de marcher dans ses voies. Je pense que si chacun se focalise à cela pourra être d'un grand apport pour nous-mêmes, pour notre salut, et un grand apport aussi pour le salut de cette nation. Donc c'est un facteur de cohésion sociale, un facteur d'unité, un facteur de se pardonner mutuellement et un facteur de marche d'ensemble, de bâtir ensemble. Oumar Traoré, imam. Bon, on profite de passer ce moment-là, nous les musulmans avec les chrétiens ensemble, à nous soumettre à la réalité de Dieu, à la réalité des religions. On doit adorer Dieu ensemble, on doit aider l'un l'autre sur l'esprit de la religion. Dans l'accomplissement des devoirs religieux, la rigueur et la prudence sont les maîtres mots. Oumar Traoré, imam. On doit éviter toutes sortes de discriminations entre les deux religions. On doit vivre ensemble pour montrer l'unité nationale, le renforcement des capacités intellectuelles et religieuses et culturelles entre les deux religions. Cette coïncidence entre les deux est considérée par nos interlocuteurs comme une opportunité de raffermir les liens sociaux. Oui, pour raffermir les liens sociaux, la langue pourrait être un facteur déterminant car il n'y a pas de société sans langue. Et savez-vous qu'il existe une journée internationale des langues maternelles? Eh bien, elle est célébrée chaque 21 février depuis 2000. La 26e édition a eu lieu hier. Notre reporter Fatou Djabi s'est intéressé à cette actualité. Je n'ai jamais entendu parler de cette journée. Désormais, nombreux seront les Maliens à connaître l'existence et l'historique de cette journée. C'est ce que nous explique Dr Djokolo Adama Koulibaly, directeur général de l'Académie malienne des langues. L'histoire remonte aux années 1952 au Bangladesh, plus précisément à Dakar, la capitale effectivement du Bangladesh, où des jeunes effectivement se sont levés pour réclamer leurs droits par rapport effectivement à leur langue. Ils voulaient effectivement ce que leur langue maternelle soit considérée comme une langue officielle, comme une langue de travail. Mais puisqu'ils étaient sous le joug colonial, alors l'armée coloniale effectivement a tiré sur ces jeunes-là pour les tuer. Alors c'est en 1999 maintenant que l'Assemblée générale de l'UNESCO a jugé utile de décréter
le 21 février comme année de la langue maternelle. Et donc la célébration au niveau international a commencé en 2000. Donc pratiquement nous sommes à la 26e édition de la journée internationale de la langue maternelle. Un adage dit qu'il n'y a pas de société sans langue et qu'une langue n'existerait pas sans société. C'est dire que connaître et comprendre sa langue maternelle va bien au-delà d'une simple expression, nous dit Lassana Coulibaly, enseignant-chercheur. La reconnaissance même d'un individu au sein de la société, d'abord c'est sa langue. Quand vous parlez votre langue maternelle, c'est une grande fierté, c'est une importance capitale dans la vie d'un individu. Parce que la langue est un élément indispensable à la vie d'un être humain au sein de la société. Et en parlant de cette langue-là, la communication est facile. Donc l'identification commence d'abord par la langue maternelle. Moi je vous ai salué tout de suite en Bambara, donc ça c'est une réalité. Vous-même vous avez su que je suis Bambara, donc c'est une fierté. Une fierté qui permet d'aller de l'avant et la langue d'affirmer son appartenance à une culture et à une société. Noussira Sanatou Coulibaly, étudiante. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'exprimer dans sa langue. Ils ne comprennent pas leur langue. Oumar Fankelendjara, chauffeur. Il faut apprendre toujours la langue maternelle parce que c'est ça le point de repère. Ça nous rappelle vraiment les coutumes du Mali, notre ethnie. Et puis pour aller de l'avant, il faut connaître vraiment ta langue maternelle dans le pays d'abord. Il est toujours important de se rappeler de ses sources afin d'être mieux enraciné. Lassana Coulibaly, enseignant-chercheur. Même si vous n'êtes pas au Mali, si vous êtes ailleurs, en tant que parent, vous maîtrisez la langue déjà. C'est pourquoi j'aime les Sarakoulés. Parce que malgré les multitudes de langues qu'ils parlent, au sein de la famille, ils parlent leur langue maternelle. Je demande aux uns aux autres d'apprendre aux jeunes comment leur langue maternelle. Par ailleurs, pour lever tout équivoque à la question de la langue maternelle, à savoir si elle est celle du père ou celle de la maman, les spécialistes éclairent. Dr Djokolo Adama Coulibaly, directeur général de l'Académie malienne des langues. Langue maternelle, comme vous entendez, le plus souvent on dit Mbamanako Hiyarakan, Olma Fakan, mais on ne peut pas dire langue paternelle. On dit langue maternelle, mais il y a le mot effectivement mère là-dedans. Mais ça, c'est effectivement la langue utilisée par l'individu pour communiquer. Ou bien des individus, une communauté effectivement linguistique, alors pour pouvoir effectivement communiquer. Et voyons à présent ce qui fait l'essentiel de l'actualité hors des frontières maliennes. Première escale, le Sénégal, où une cinquantaine de personnes ont participé hier à une marche symbolique dans le centre de Dakar pour dénoncer les violences policières. Une marche organisée à l'appel d'un collectif formé d'organisations d'étudiants, d'élèves et d'activistes. L'émotion reste vive après les violences survenues à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au cours desquelles l'étudiant Abdoulaye Ba a perdu la vie. Le front social est plutôt calme en Côte d'Ivoire. En revanche, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a été victime d'une cyberattaque le 8 février dernier, mais l'incident n'a été révélé que ce vendredi. Dans un communiqué, la compagnie évoque une extraction illégale de données sensibles sans en préciser le contenu. Il pourrait s'agir d'informations des passagers, de données concernant des salariés ainsi que de documents internes. Si le trafic aérien n'a pas été perturbé, des interrogations demeurent sur la sécurité, notamment des données des passagers. L'attaque serait revendiquée par le groupe INC Ransom, un groupe qui s'introduit dans les systèmes, copie les données puis les chiffres. Ensuite, il menace de les publier si une rançon n'est pas versée selon un expert de cybersécurité. Pas de cyberattaque au Bénin, mais le pays prépare la présidentielle du 12 avril prochain. En prélude, le National Democrat Institute achève à Cotonou une mission d'évaluation préélectorale à moins de 2 mois de l'échéance. Après une semaine de consultation, la mission dresse un bilan de la situation politique du Bénin. Dans ses conclusions présentées à la presse, le NDI pointe des restrictions politiques et institutionnelles ainsi qu'un déséquilibre dans la représentation politique. Le NDI rend public son rapport au moment où en Gambie, le gouvernement s'est dit profondément inquiet face à des ressortissants partis combattre à l'étranger avec l'intention de s'enrôler dans les conflits armés. Cette réaction du gouvernement gambien intervient après des révélations dans la presse locale. 26 Gambiens auraient été tués sur le front ukrainien, mais le communiqué officiel du gouvernement ne mentionne aucun pays et ne dit rien sur d'éventuelles victimes. En attendant d'y voir clair, 4 militaires tchadiens ont été tués dans la nuit du 17 au 18
18 février dernier dans la province du Bourkou, à l'extrême nord du pays. L'incident se serait produit lors d'un affrontement avec des coupeurs de route. En réaction, le gouverneur de la province a été suspendu de ses fonctions en raison du refus d'assumer ses responsabilités. Selon une source gouvernementale, la sécurité va être renforcée dans les prochains jours dans cette région désertique en proie aux attaques des coupeurs de route. Des patrouilles devraient aussi être mises en place pour accompagner les voyageurs, précise la même source. Pendant ce temps, à RDC, le président Félix Tshisekedi réagit à l'alerte donnée par le FMI sur l'explosion de la masse salariale qui dépasse plus de la moitié du budget de l'État. Il a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres de ce week-end un audit de l'état liquidatif de la peine et de la paye. Objectif affiché, garantir la soutenabilité des finances publiques et sécuriser les paiements réguliers des agents et fonctionnaires. Cet audit devra permettre d'identifier les écarts entre les effectifs privés dans le budget de l'État et ceux qui sont effectivement rémunérés. Et cette information qui concerne également la RDC, la situation économique de la zone CEMAC n'est pas reluisante. En début de semaine, le rapport général sur le fonctionnement communautaire de 2025 a été présenté au Parlement communautaire à Malabo, en Guinée équatoriale. 263 milliards de francs CFA, c'est le montant des arriérés de la taxe communautaire d'intégration due par les États membres, relève le rapport. La taxe communautaire qui demeure la principale source de financement de la CEMAC est insuffisamment recouvrée, à peine 60% l'année dernière selon les documents. Seuls le Gabon et le Cameroun ont contribué au-dessus du minimum prévu par les textes. D'autres affichent même zéro participation. Avant que la CEMAC ne retrouve un nouveau souffle, le président ougandais Yoweri Museveni a accueilli vendredi le chef des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo Di Emeti, mandaté par l'Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l'armée soudanaise. Le président Museveni plaide pour une solution politique. Selon lui, seul le dialogue et une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région. Nous restons dans la région où le programme alimentaire mondial alerte sur un risque de famine dès avril en Somalie. L'organisation onusienne est à la recherche de nouveaux financements évalués à près de 60 milliards de francs CFA. Bonjour Lassina Keita. Bonjour Brahma Traoré. Vous vous intéressez à cette situation humanitaire en Somalie et les mots ne sont pas forts, on est presque au bord du chaos. Le programme alimentaire mondial PAM sonne l'alarme de détresse alimentaire en Somalie. Il exprime un besoin de 95 millions de dollars pour maintenir entre mars et août 2026 une assistance alimentaire nutritionnelle vitale aux populations les plus vulnérables. Mais sans financement immédiat, il sera contraint de mettre fin à son aide humanitaire d'ici à avril, selon Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence de l'agence. Ce dernier indique que la situation se détériore à un rythme alarmant. Selon le PAM, environ 4,4 millions de personnes, soit un quart de la population, font face à des niveaux d'insécurité alimentaire dits de crise ou pire, dont près d'1 million souffrent de la famine. Le pays est confronté à l'une des situations alimentaires les plus complexes de ces dernières années, liées aux 2 saisons des pluies consécutives déficitaires, au conflit persistant et à l'insuffisance des financements humanitaires. La Somalie, située dans la corne de l'Afrique, subit une urgence nationale liée à la sécheresse, grave pénurie d'eau, perte des récoltes et des bétails, déplacement massif des populations. Des millions de personnes ont quitté leur foyer à la recherche d'abris, de nourriture et de services de base. Aujourd'hui, les systèmes d'alerte précoce indiquent que la Somalie suit une trajectoire critique comparable aux crises alimentaires de 2011 et 2022. Il faut signaler que le PAM avait procédé à une réduction de son aide passant de 2,2 millions de personnes début 2025 à un peu plus de 600 000 aujourd'hui. Les programmes nutritionnels ont également été sévèrement amputés. Près de 400 000 femmes enceintes ou allaitantes et jeunes enfants recevaient une aide en octobre 2025 contre seulement 90 000 en décembre. Si rien n'est fait, Brahma Traoré, on assistera à une catastrophe humanitaire dans ce pays. Wait and see, comme disent les Anglais. Autrement dit, les jours à venir nous édifieront. Merci Lassina Keita pour toutes ces précisions. En attendant, plus rien ne semble stopper la politique commerciale jugée agressive du président américain. Donald Trump a annoncé hier faire passer sa nouvelle taxe douanière mondiale de 10 à 15% avec effet immédiat. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Brahma Traoré. Vous suivez cette actualité pour Mali Actualité. Pourquoi les locataires de la Maison Blanche décident d'imposer une nouvelle taxe mondiale?
En réaction à l'arrêt rendu vendredi par les plus hautes juridictions du pays, Donald Trump n'a pas mâché ses mots. Une décision ridicule et profondément anti-américaine. Pour le président, ces revers judiciaires n'est qu'un obstacle de plus qu'il compte contourner par une offensive douanière sans précédent. Tout s'est accéléré la veille au soir par un décret signé à la hâte. La Maison-Blanche a instauré un droit de douane mondial de 10%. Si les textes prévoient des exemptions pour le secteur pharmaceutique et les partenaires de l'accord de libre-échange nord-américain, il frappe de plein fouet les alliés historiques. L'Union européenne, Japon, Corée du Sud et Taïwan sont désormais dans les visères. La mesure censée entrer en vigueur le 24 février pour une durée de 150 jours sonne comme un avertissement global. Pourtant, le coup est venu de son propre camp. Par une majorité de 6 juges contre 3, la Cour suprême, dont la coloration est pourtant résolument conservatrice, a rejeté l'argument de l'urgence économique invoqué par la Maison-Blanche. Et c'est un paradoxe qui n'a pas échappé au capital étranger. Si les partenaires des États-Unis observent la situation avec prudence de mise, certains, comme Emmanuel Macron, ont salué ces rappels à l'ordre judiciaire, y voyant les signes de la solidité des contre-pouvoirs démocratiques. Derrière la bataille idéologique se cache une réalité comptable. Pour Donald Trump, ces taxes ne sont pas seulement un outil diplomatique, elles doivent servir de manne financière pour compenser ces récentes baisses d'impôts. Face à l'invalidation partielle de son plan par les juges, le président a choisi la fuite en avant, menaçant déjà de porter sa taxe mondiale de 10% à 15% avec effet immédiat. Bourama Traoré. Et merci beaucoup, Mohamed Sangaré. La suite de cette édition dans un instant. 13h20 à Bamako. Dans l'actu des sports, la phase Ligue de la Coupe du Mali de football dans le district de Bamako a démarré hier. Sur le continent en cyclisme, le Tour du Rwanda débute ce dimanche et se poursuivra jusqu'au 1er mars 2026. Le Mali y participe, formant une équipe mixte avec 3 autres pays. On en parle dans la synthèse de l'actualité sportive qui porte la signature de Famour Djourti. Du cyclisme pour commencer, le coup d'envoi du Tour du Rwanda 2026, réservé aux professionnels, a été donné ce samedi 21 février 2026 avec une cérémonie d'ouverture tenue au rond-point Kigali Convention Center. Il s'agit de la toute première cérémonie de présentation des équipes de l'histoire du Tour professionnel du Rwanda, offrant aux fans la possibilité de rencontrer les équipes avant le début de la compétition. Le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et l'Ouganda seront représentés par une équipe mixte sur invitation. Pour plus de précision, nous avons joint Louzeni Sanogo. Il est le président du collège de commissaires des courses de la Fédération malienne de cyclisme. Le Tour du Rwanda, c'est un tour réservé pratiquement aux équipes professionnelles et aux 3 pays classés, premier, deuxième, troisième classement UCI Africa. Mais cette année, les organisateurs ont essayé de faire une exception en invitant la Confédération africaine à former une équipe mixte Africa, et ce qui fait que le Mali se retrouve présenté par Moussa Tougoula, le Burkina par Soumaïla Iboudou, la Côte d'Ivoire par Issa Sissi et l'Ouganda par Raphaël. Voilà pourquoi le Mali, le Burkina, l'Ouganda se retrouvent à ce niveau. Sinon, réellement, c'est dédié aux équipes professionnelles et au top 3 africains classement UCI. Pour cette édition du Tour professionnel du Rwanda, 8 étapes seront courues. La première lance les hostilités ce dimanche entre Rugomo et Ouangana, soit une distance de 174 km. Football à présent, ce dimanche à 16h, 2 rencontres en retard de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football du Mali sont programmées. Au stade Wenzen Koulibaly, le Djolobassé affronte le FC Djara dans un duel aux conséquences directes sur le podium. Actuellement 3e avec 22 points en 10 matchs, le Djolobassé a l'occasion de frapper un grand coup. Une victoire permettrait aux Rouges de Bamako de dépasser le duo de tête Binga FC AS Real, tous deux à 24 points avec des matchs supplémentaires déjà disputés. Autrement dit, le Djolobassé pourrait s'installer seul en tête du classement à l'issue de cette rencontre. Mais attention au FC Djara, 5e avec 21 points en 11 journées, le club reste en embuscade. Un succès
face au Djolobassé le propulserait sur le podium. Pendant ce temps, au stade Mamadou Konaté, le stade malien de Bamako sera opposé à l'AS Bakarijan de Baraouli. 7e au classement avec 18 points, mais avec seulement 10 matchs disputés, le stade malien de Bamako joue une carte importante. Une victoire pourrait le rapprocher du top 4 et relancer pleinement ses ambitions dans la course au titre. Pour l'AS Bakarijan de Baraouli, 12e avec 10 points, l'objectif est tout autre. Prendre des points pour s'éloigner de la zone rouge et éviter une fin de saison sous pression. Coupe du Mali de football, phase Ligue du district de Bamako. En ouverture ce samedi, l'AS Real de Bamako a parfaitement lancé sa campagne en dominant 11 créateurs 2-0 au stade Mamadou Konaté. Au stade de Wenzen Koulibaly, l'AS Korofina n'a laissé aucune chance à l'association Sporting Club de Bamako, ASCB, s'imposant largement 5-1. Un autre club de Ligue 1 est tombé en plus du 11 créateurs. Il s'agit de l'Afrique Football Elite, AFE, qui s'est incliné 2-0 face à Yélin Olympique, pensionnaire de 2e division après prolongation. La compétition observe une pause ce dimanche avant la reprise prévue ce lundi 23 février. Au stade de Wenzen Koulibaly, Binga FC sera opposé au Club Olympique de Bamako, COB, à 15h45. En seconde heure, 17h45, l'USFAS croisera le fer avec le CFKS. La compétition se poursuivra mercredi 25 février avec notamment l'entrée en liste du Djolobassé face à l'association sportive de Bamako, ASB, au stade de Mamadou Konaté, tandis que le stade malien de Bamako affrontera le FC Gaussou au stade Wenzen Koulibaly. Focus santé. Jeûner n'est pas seulement un devoir religieux, mais un bon remède pour se maintenir en bonne santé. Du repos à la détoxication, en passant par la régénération de l'organisme, les bienfaits du jeûne sur la santé sont nombreux. Malgré ces avantages, certaines personnes ne doivent pas jeûner pour raisons de santé. Plus d'explications dans Focus Santé en rediffusion signé Koumba Sissé. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. L'organisme doit être préparé à subir une certaine épreuve qui n'est pas habituelle. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers. Mais surtout, il faut, pendant cette phase préparatoire, boire au moins 2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. À la coupure du jeûne, là, il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça, c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation, donc boire beaucoup d'eau. Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Naturellement, les personnes âgées. L'âge doit être apprécié de façon quantitative et de façon qualitative. Ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé. Les diabétiques
Les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça. Les personnes qui souffrent aussi du fameux ulcère gastrique doivent passer des examens médicaux avant de jeûner. Les personnes ayant un ulcère gastro-duodénal authentifié endoscopiquement ne doivent pas jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va impacter la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. C'est bien noté, Koumba Sissé, et merci pour ces conseils. Conseils qui mettent d'ailleurs un terme à cette édition, la deuxième de Mali Actualité, qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, Abdul Aziz Koulibaly assure la mise en ligne. C'était au micro Bourama Traoré. Merci à Lansana Keita qui m'a aidé à la préparer. Lansana Keita que vous allez retrouver juste après moi pour la synthèse de l'actualité de la semaine. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h30. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de journée à vous, où que vous soyez.